Salut Bissama, bonjour YouTube, je suis Sébastien. Et aujourd'hui, je vais de nouveau vous parler d'un jeu de cartes, je vais de nouveau vous parler de Flesh and Blood. Et aujourd'hui, il y a un nouveau produit qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Round the Table. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, je considère ça en fait comme une version jeu de société du jeu de cartes en question. Puisque vous avez dedans un tapis de cartes, un tapis de jeu pour une personne. Et vous avez ensuite 4 decks, 4 jeux préconstruits. Et l'idée, c'est que ces 4 decks jouent ensemble l'un contre les autres, en free for all, donc chacun pour soi. Et pour avoir participé à une présentation de ce jeu qui vient de sortir il y a peu, et c'est devenu même c'en est même devenu un petit tournoi, et ben je peux vous dire que c'est une version du jeu très intéressante, et qui a 4 decks, donc 4 héros, 4 façons de jouer vraiment différentes, et c'est vraiment très sympa. Alors, je vais pas me casser les pieds à vous présenter les cartes physiquement, même si je les ai en main, mais c'est pas lisible. Je ferai comme la dernière fois, au final, je ferai des inserts des cartes. Alors, qu'elles soient en physique ou comme vous les verrez vous à l'écran, elles seront généralement que... D'ailleurs, je vais me déplacer un peu. Voilà, que ça, je mettrai de ce côté-là les cartes. Et elles sont en anglais, c'est ça que je voulais dire. Elles sont en anglais et vous n'avez pas de version française pour ce jeu. C'est comme quand Magic the Gathering sortait des versions jeux de plateau de leurs cartes, et ben elles n'étaient pas traduites. Par exemple, Ixalan, par exemple le set, enfin la boîte Plane Chase, oula, j'y arrive plus. Et donc, et ben pareil, là, les cartes sont en anglais, parce qu'ils vont pas se faire chier à imprimer 20 000 versions, ils impriment la version anglaise, et puis c'est tout. Et vous avez 4 personnages, 4 façons de jouer qui sont vraiment très différentes, vraiment très fun, et ça donne de bonnes parties. Ça va durer un peu, ça va prendre un peu de temps, ça va prendre entre 1 heure, allez, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie facile. Si vous avez des débutants, ça peut même taper dans les 2 heures, je pense, sans trop de soucis. Mais sinon, le jeu est vraiment fun et c'est vraiment un bon moyen de découvrir le jeu parce que justement, vous n'êtes pas dans le... C'est comme si vous jouiez avec des decks de Blitz, mais il y a un peu plus de puissance, ils sont un peu mieux construits, ils sont un peu plus rigolos à jouer que les decks de Blitz, parce que les decks de Blitz, l'idée c'est de les prendre et de les faire évoluer, ou bien de les utiliser comme base pour améliorer. Alors que là, bah, vous jouez avec et puis c'est bon. Ils sont vraiment faits pour, ils sont équilibrés pour, et c'est vraiment fun. Alors, je vais vite vous présenter les 4 héros. Enfin, donc, je vais montrer la carte juste pour moi, mais vous la verrez, pardon, ici, en grand. Voilà, je vais y arriver, en miroir, j'ai toujours du mal. Et donc, je vais commencer avec le personnage le plus classique, on va dire, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'interaction multijoueur. C'est vraiment dégâts. Et puis voilà, donc c'est Ira. Vous voyez, ça marche pas. Voilà, donc Ira. Ira, c'est une ninja. Donc les ninjas excusez-moi. Les ninjas dans Flesh and Blood, ce sont une classe de héros qui va faire plein de petits coups. Enfin, après, ils peuvent faire aussi des coups très puissants. Mais l'idée, ça va être de construire un combo. Et plus votre combo va avancer, plus vous allez faire de dégâts, et plus vous allez avoir d'effets sur les coups. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça demande la capacité de bien organiser votre combo. Si vous n'y arrivez pas, ou que vous faites un misplay, vous faites une erreur de jeu, et ben vous allez vite le payer, parce que le soufflet va retomber, vous n'allez pas faire vos dégâts ce tour-ci, et ça va craindre violemment. Le gros problème qu'a le ninja, c'est que c'est un canon de verre. Il va faire il va faire pas mal de dégâts, mais il a 20 points de vie comme tout le monde. Je crois pas qu'il y ait un héros qui ait moins de points de vie. Par contre,
il a beaucoup de cartes qui ont une défense à 2. Donc ça veut dire que vous allez galérer pour vous défendre. Et vous allez prendre plus de dégâts. Vous n'avez pas beaucoup d'équipement non plus. Vous avez une arme à 2 mains. Vous avez 3 pièces d'armure qui vous rapportent 1 point d'armure. Voilà. Et qui est perdu après. Par contre, l'armure en elle-même n'est pas perdue. Vous pouvez la craquer la sacrifier pour un effet. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et le jeu est basé autour, donc, comme je disais, de la construction de combos et utiliser aussi, je vais les retrouver les tokens, les Crouching Tigers, qui sont des jetons qui sont en fait une attaque éphémère, donc qui ne va pas rester, vous la générez, vous l'utilisez le tour, vous la perdez. Et vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre, qui vont gagner en puissance si vous avez joué ça, ou qui vont vous permettre de booster la puissance de ces Crouching Tigers, et c'est vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, ça permet de construire des combos très sympas. Voilà. Ensuite, le deuxième héros que j'ai qu'il y a dans le jeu, c'est Brévan. Alors, Brévan, c'est un gardien, et comme tous les gardiens, ils vont avoir une plutôt bonne défense. Et son jeu à lui, ça va être c'est un jeu qui est plus lent, déjà, à la différence du ninja. Un ninja, c'est taper plusieurs fois par tour. Lui, en gros, pour faire simple, il va taper une fois tous les 2 tours. Un tour, il va préparer, il va charger des auras, il va mettre en place des cartes qui vont augmenter les dégâts de sa prochaine attaque, qu'il pourra jouer au prochain tour. Et le tour suivant, il va craquer une grosse attaque et il va vous mettre 12, 13, 15 points de dégâts dans la tête s'il a pu construire correctement son machin. Et ça va faire très mal. Donc c'est quelqu'un qui, comme ça, prend du temps à construire, mais devient vraiment dangereux. Et il a la possibilité aussi, vu que c'est un gardien, de s'interposer avec son bouclier, je crois, et 2-3 autres cartes, et d'intervenir dans un autre combat pour son avantage. S'il utilise ça, s'il intervient chez les autres pour défendre quelqu'un, il va recevoir des auras qui vont lui permettre de gagner du pitch, donc qui vont lui permettre de gagner des ressources pour jouer des cartes. Ils vont lui donner des dégâts et peut-être même des tours en plus. Ça, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que dégâts et pitch, ça, je sais qu'il l'a. Donc, il a un intérêt pour lui à jouer, à intervenir et à essayer de protéger les autres. Et c'est sympa aussi. Comme ça, ça le force un peu à intervenir et à essayer de stabiliser le reste des combats. Autre personnage. Je finirai avec le personnage vraiment particulier en dernier. Le professeur Teklovosen. Pour ceux qui arriveraient à le reconnaître, c'est une référence au personnage de Tolarian Community College, qui est une chaîne YouTube consacrée à la revue de produits, de transport de cartes, enfin autour des jeux de cartes à collectionner. Donc les boîtes pour trimballer vos decks, pour stocker vos cartes, pour jouer, les plateaux de jeu, les plateaux de jeu, les classeurs et tout ça. Il va aussi pas mal faire de la deck tech. Et depuis quelque temps, il est passé vers Flesh and Blood. Et à la différence de Magic, qui n'a jamais voulu vraiment reconnaître le travail que fait ce bonhomme, et même si moi je suis pas forcément un fan de Tolarian Community College, parce que le bonhomme est un peu trop fake à mes yeux, sa personnalité de petit gars gentil, on sent qu'elle est forcée, mais je peux pas nier le travail que fait le bonhomme, et je dois reconnaître que ses reviews de produits sont tout à fait correctes, et que il fait vraiment beaucoup de travail, et je suis très content de voir que l'entreprise qui fait Flesh and Blood reconnaisse le travail qui a été fait pour mettre en avant le jeu par quand même un YouTuber qui, si je me rappelle bien, est quand même assez gros au niveau de sa chaîne. Donc ça valait le coup. Et c'est lui qui a organisé ça avec ses collègues. Ils ont construit ces decks-là, et donc voilà. Et ce personnage-là, Teklovosen, c'est un mécanologue qui va jouer beaucoup sur les évolutions d'armure. Donc il commence avec des armures de base, et il va avoir dans son deck des évolutions à jouer.
Sachant qu'il a un pouvoir qui lui permet de jouer plus facilement, de poser plus facilement ses évolutions d'armure sur lui. Et plus il va avoir d'évolutions en jeu, qu'on va appeler des évos, parce que c'est comme ça qu'elles sont appelées dans le jeu, et ben il va devenir de plus en plus puissant. Il va avoir des cartes qui vont gagner en puissance, qui vont baisser en coût. Son arme, pareil, elle va devenir de plus en plus... Elle va avoir des effets supplémentaires à chaque pièce d'évolution qui va être posée. Donc voilà, c'est un personnage, si vous lui laissez le temps, et surtout si vous lui laissez le temps de trouver ses évolutions et de les jouer, c'est là qu'il va devenir dangereux. Et s'il est full évo, donc avec 4 pièces d'armure évolutive, il va vraiment devenir pénible parce que son arme, elle va faire 5 dégâts et elle va lui coûter 0. Et go again. Donc il peut continuer à attaquer derrière. Donc il va vraiment devenir casse-pied. Et il faut... L'idée, lui, c'est de le taper avant qu'il ait vraiment eu le temps de devenir un danger. Voilà. Ira, elle est un danger plus ou moins constant. Brévan, lui, il va être un danger un tour sur 2. Donc en gros, vous avez un tour pour lui en mettre plein la tête. Essayer de lui cramer ses cartes pour qu'il ne puisse pas préparer sa prochaine attaque. Et pareil. Donc c'est un peu ça l'idée. Vous avez un tour sur 2 pour essayer vraiment de le dégommer. Parce que le tour suivant, il va faire mal à quelqu'un. Teklovosen, lui, c'est une rampe. Faut pas lui laisser le temps de se mettre en place son jeu, faut aller lui péter son matériel, faut aller le forcer à se défendre avec pour péter son matos, et comme ça, il va perdre en puissance. Sachant que je crois que c'est Brévan qui a la capacité d'aller casser du matériel chez un autre joueur. Donc ça peut être intéressant. Et le quatrième, qui est le deck le plus bizarre de la boîte, c'est Mélodie. C'est un barde. C'est une classe qui a été créée pour ce bloc, pour ce set de jeu, pour cette boîte. Et en fait, pour faire simple, elle a 3 cartes d'attaque dans le jeu. Elle a son arme, qui, si elle touche avec, est détruite. Et donc elle ne veut pas attaquer avec. Parce que quand si elle attaque pas et qu'elle fait l'effet avec, elle va pouvoir distribuer aux autres joueurs des effets, enfin des auras qui donnent des effets, donc le plus de pitch, le plus d'attaque, le go again. Et pourquoi elle fait ça ? Et bien, chaque fois qu'elle fait ça, elle va gagner des pièces de cuivre. Et ces pièces de cuivre, elle va pouvoir les utiliser après pour... je vais vous les montrer. Ici, donc Copper. Les Copper, c'est une action. Vous payez 4 de pitch. Vous détruisez cette carte et vous piochez une carte. Et vous avez un go again. Ça coûte 4 de pitch, ça coûte très cher, et on se demande quel est l'intérêt. Et bien l'intérêt de ce personnage, c'est de construire, d'amasser des... Voilà, j'ai retrouvé la carte. D'amasser beaucoup de pièces de cuivre pour pouvoir balancer ce qui s'appelle un Final Act. Et le Final Act, et ben en fait, ce qu'il dit, c'est que vous gagnez, pour cette attaque qui est de base une attaque à 1, vous gagnez un plus 2 d'attaque pour chaque carte qui est dans la zone de pitch ce tour-ci. Donc autrement dit, l'idée, c'est d'accumuler plein de ces cartes de cuivre, les craquer toutes d'un coup, enfin dans un même tour. Donc vous allez pitcher plein de cartes parce que ça coûte 4, ça coûte cher. Et vous allez, au bout d'un moment, quand vous en avez plus assez, quand vous en avez plus, que vous avez toutes cramé, ou cramer celles que vous vouliez cramer, et vous lancez votre Final Act, et avec ça, vous comptez le nombre de cartes que vous avez dans la zone de pitch, vous faites x2, et c'est le nombre de points de dégâts en plus sur votre attaque. Donc ça peut vite faire très mal. Et c'est comme ça que ce perso peut tuer. Le problème, c'est que, à part ça, elle a rien. Elle a des objets pour se défendre, des potions, des choses comme ça, mais elle a quasiment rien pour se défendre. L'avantage, c'est que c'est un personnage qui n'a aucune menace. Le moment où elle a une menace, c'est quand elle commence à avoir beaucoup de pièces de cuivre. Donc quand elle a distribué des buffs sur tous les autres joueurs. Et d'ailleurs, c'est ça son jeu à elle, c'est de ne pas avoir l'air dangereuse, de donner des buffs, des auras à tous les autres joueurs pour qu'ils n'aient pas envie d'aller la taper. Et
un moment, quand vous lui avez laissé trop le temps de développer et qu'elle pioche sa carte, parce que c'est ça en fait le gros truc qui est difficile, il y a 2 Final Act dans la pioche de 40 cartes, donc elle a une chance sur 20 de la piocher, en gros. Et une fois qu'elle l'a, elle pourra la jouer et faire des dégâts. Et après, elle a des cartes qui lui permettent de la retrouver. Mais, comme dit, c'est ça son jeu à elle. Et si vous lui laissez le temps, elle va vous dégommer quelqu'un assez facilement. Par exemple, j'ai dans le jeu que j'avais fait vendredi soir, jusqu'il y a 2 jours là, puisque j'enregistre dimanche, j'ai pu gagner la première table, et la deuxième table, on s'est tapé dessus tous ensemble, on a complètement oublié Mélodie, et Mélodie a tué 2 des 3 joueurs. 2 des 3 autres joueurs, je devrais dire, puisqu'on a essayé une table de 4. Et moi, si je me rappelle bien, j'ai pris un 20 de dégâts, quelque chose comme ça. Donc, ça doit être pas loin. Mais c'était complètement hallucinant. Voilà. On l'a laissé faire parce que c'était rigolo, on s'est bien marré tout du long. Et justement, on voulait voir jusqu'où le joueur qui pilotait Mélodie pouvait arriver, parce que ça nous faisait beaucoup marrer. Et que, de toute façon, c'est un jeu qui est fait pour rigoler. Il n'y a rien de compétitif. Et c'était vraiment très fun. Et c'est vraiment très rigolo, un peu ce concept de personnage qui est là pour constamment aider les autres. Elle va pouvoir intervenir et mitiger les dégâts des autres combats, ou les siens. Elle va pouvoir, comme ça, donner, comme je dis, des effets sur les autres, des auras qui vont donner des bonus. Et c'est vraiment rigolo. Alors, il faut quelqu'un qui rentre dans ce délire un peu du perso, de la manière de jouer. C'est pas forcément facile. Moi, je sais que ça m'intéresse pas trop. Les 3 autres, moi, j'ai joué Ira vendredi soir, et ça m'a bien plu. Parce que, bon, les ninjas, c'est complètement pété dans Flesh and Blood, hein. Il n'y a pas à discuter longtemps. Et les 2 autres, le gardien aussi, c'est rigolo, hein. Ça tape assez fort et c'est assez endurant. Le mécanologiste, Teklovosen, lui, il est rigolo. Parce que l'idée, c'est d'aller construire son jeu, d'aller construire son armure pour devenir dangereux. Et donc d'arriver à survivre suffisamment longtemps pour pouvoir construire son set d'armure complet, pour pouvoir ensuite vraiment devenir une menace. Donc voilà. C'est un jeu que je conseille. Alors il coûte un peu cher. Il coûte 65 € de mémoire. Donc c'est un peu de pognon. Mais je pense que c'est un jeu qui, si on laisse les cartes comme elles sont et qu'on n'y touche pas, il est très bien équilibré, il est très bien fait. Et si vos joueurs les joueurs avec qui vous jouez comprennent l'anglais, eh ben c'est vraiment agréable. Et vous allez passer 1h30, 2 heures à rigoler, à faire un peu de sel aussi, parce que des fois, vous allez en prendre plein la gueule, et vous saurez pas pourquoi, parce que les autres auront décidé que vous êtes un danger. Donc voilà, mais c'est rigolo. Mais à la différence des jeux où on peut avoir vraiment tout le monde qui tape sur une seule personne, façon Munchkin, si vous connaissez le jeu de plateau, moi je sais que Munchkin, je supporte plus, parce que généralement, quand moi j'y joue, pour une raison que j'ignore, ça doit être ma tête, je sais pas, tous les autres se tournent contre moi, même quand je suis pas une menace. Et là, on a une règle donc on joue en carré, hein, de face à 2, et on peut attaquer qu'à sa gauche et à sa droite, donc ça veut dire on peut attaquer son voisin de côté et en face. Généralement, c'est ça. Et il faut attendre qu'il y ait un joueur qui soit sorti du match pour que tout le monde puisse taper sur tout le monde. Et que là, d'un coup, le jeu finit beaucoup plus vite une fois qu'on a viré un joueur. Mais surtout selon comment vous êtes organisé à la table, si vous avez une diagonale avec Ira et Teklovosen, eh ben, le jeu va être très long parce que les 2 qui peuvent taper sont pas l'un en face de l'autre. Donc ils vont constamment taper les 2 autres. Et ça va beaucoup ralentir le jeu. Alors que si vous arrivez à les mettre face à face, eh ben, les 2 vont se taper dessus. Et ça va un peu accélérer le jeu. Voilà. La diagonale, comme je dis, est un élément c'est un peu le No Man's Land dans ce jeu-là, tant que les 4 joueurs sont là. Et ça met en place des interactions, entre les joueurs, et il y a des fois des négociations débiles qui ont lieu. Sachez que si vous jouez avec moi, toutes vos promesses, sachez que je n'y crois pas, et que les miennes, vous n'avez pas intérêt à les croire, parce que de toute façon, je vais vous
Voilà, c'est... Généralement, bon... Moi, j'ai joué avec Ira. Ira, c'est le personnage qui avait pas besoin de faire de politique. Elle a qu'une chose à faire, c'est taper. Elle a pas d'action pour intervenir, pour aider. Je tape. Je tape en face de moi, je tape à côté de moi. C'est tout ce que je fais, je tape. Brévan, lui, il a son intérêt d'intervenir à gauche, à droite, pour lui, hein, pour son gain personnel. Teklovosen, lui, son intérêt, c'est de pas être considéré comme une menace au début, pour qu'il ait le temps de construire son équipement. Et Mélodie, elle aussi, il faut qu'elle ait pas l'air d'être une menace, pour que quand elle commence à avoir une dizaine de pièces de cuivre, et ben là, elle vous en met plein la gueule, et qu'elle dégomme un des joueurs, et qu'elle sorte un des joueurs, si elle a chopé Final Act. Voilà. Donc vous avez 4 menaces très différentes, mais 4 menaces, et c'est la table qui va réagir selon comment vous êtes placé et qui joue quoi. Donc voilà, c'est très rigolo. Le mieux, je pense, c'est de jouer des personnages aléatoires, donc chaque joueur pioche le héros qui va incarner et la position qu'il va avoir à la table, et c'est là qu'on va avoir des choses intéressantes. Alors, ça contredit ce que je viens de dire, le mieux c'est d'avoir Ira en face de Teklovosen, ou à côté de Teklovosen pour qu'il puisse se taper dessus. Mais c'est pas grave si le jeu est un peu plus lent, surtout si vous avez des débutants. Et ça permettra à tout le monde de comprendre et de découvrir comment piloter le deck qu'ils ont. Et c'est aussi rigolo comme ça. Donc voilà. Je vous représente la boîte. Ça s'appelle Round the Table. C'est du Flesh and Blood. Et je peux que vous conseiller ça parce que c'est peut-être pour le moment le meilleur moyen de présenter le jeu à des joueurs qui ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage du jeu de cartes à collectionner. C'est vraiment très sympa. J'attendrai de voir ce que donne le jeu, ce qui a été promis pour bientôt, enfin, dans un futur, à mon avis plus éloigné que proche, mais ils ont promis un jeu de défi avec un deck automatique, un deck de monstres, en gros, un boss qui va pouvoir se battre en multijoueur. Contre les joueurs jouent ensemble contre un monstre, c'est ça que je veux dire. Et j'ai une hâte de voir ça, parce que ça, c'est le meilleur outil pour initier quelqu'un à ce jeu. Pareil, dans Magic the Gathering, si vous avez joué à l'époque du premier bloc Teros, si vous avez vu les 3 decks de défi, qui étaient la Horde de Minotaur, l'Hydre et l'Ascension de Xenagos, c'est vraiment 3 decks qui sont très sympas et très pratiques pour apprendre à jouer à quelqu'un, parce que vous jouez avec lui et pas contre lui, et vous lui défoncez pas la gueule à sa première partie, alors que le mec en face de vous, la nana, essaie de comprendre les mécaniques de base, comment piloter le deck que vous lui avez donné, parce que c'est sûr que la personne en face de vous n'a pas de deck, donc voilà. Et si en plus c'est un deck un peu complexe, comprendre la stratégie qui est derrière. Donc, c'est un peu compliqué. Et justement, avoir des éléments PvE, c'est beaucoup plus sympa parce que ça permet de jouer ensemble. Et c'est vraiment très sympa. Et j'espère que plus de jeux de cartes à collectionner feraient ça dès le début, parce que c'est le meilleur moyen, et ça vous me l'ôterez pas de la tête, je changerai jamais de position là-dessus, c'est le meilleur moyen pour initier un joueur sur ce genre de jeu, parce que ça vous évite l'effet Street Fighter, où tu donnes ta manette à un copain, et tu lui défonces la gueule pendant une quinzaine de rounds jusqu'à ce qu'il ait à peu près compris comment marche le jeu. Et si tu l'as pas dégoûté, il arrivera peut-être à apprécier le jeu. Mais il y a de grandes chances que entre-temps, tu l'aies complètement écœuré du jeu, parce que toi, tu sais ce que tu fais, lui, à part essayer de comprendre et bourriner sur les boutons, il va pas faire grand-chose. À part si tu as un joueur qui a déjà connu des versus fighters, et à ce moment-là, il saura à peu près comment démarrer. Mais si c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le truc, tu vas juste l'écœurer en jouant comme ça. Et c'est pareil pour Magic, c'est pareil pour Flesh and Blood, ça doit probablement être pareil pour Yu-Gi-Oh!, ça doit être pareil pour Pokémon, ça doit être pareil pour Final Fantasy, et tous les autres jeux de cartes que je connaisse. J'espère sincèrement un jour que vous arrêterez de vous prendre la gueule, et que vous arriverez à comprendre que le PvE, donc avoir un boss ou un défi joueur contre deck automatique, c'est vraiment le meilleur moyen pour éduquer un nouveau joueur, sur le jeu. Voilà. En tout cas, après cette petite aparté un peu appliquée, parce que c'est quelque chose que je trouve important, comme dit, Flesh and Blood, Round the Table, si vous avez les moyens et que vous voulez découvrir le jeu avec des copains, que vous avez le pognon pour, ou que vous partagez à 4 la charge, parce que, après tout, pourquoi pas, eh ben,
Je pense que ça vaut le coup, et même si vous faites que une ou deux, que vous faites 2 ou 3 parties seulement de ce machin, ça va vous prendre 5-6 heures à tout péter sur ces 3 parties, et pour moi ça les vaut. Ça les vaut, et c'est vraiment fun. Et je pense que ça pourrait rendre des gens curieux sur ce jeu. Donc voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera peut-être une vidéo qui va présenter plus en détail le scénar Star Wars que j'ai toujours pas transcrit parce que j'arrive pas à me relire et que j'arrive pas à me mettre au boulot. J'ai trop de choses à faire autour de moi. Ou bien je vais répondre à une question comme d'habitude, ou bien je vais vous parler d'autre chose d'un jeu vidéo, parce qu'après tout, je me suis remis à Cyberpunk, là, avec le DLC. Il y a plein de choses à dire aussi là-dessus. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous une nouvelle fois merci pour votre attention. Peace, je te maul.